Bonjour à tous, merci, bonne année, merci d'être toujours plus nombreux pour les webinaires de French Morning. Vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui à vous être inscrits pour ce webinaire sur les bonnes résolutions financières à adopter en 2026. On a deux experts aujourd'hui, Alexandre Quentin et Olivier Sureau. Alexandre est le cofondateur et Wealth Management Advisor chez USA France Financial. Il accompagne avec Olivier plus de 1500 familles dans leur placement transatlantique. Et Alexandre fait aussi partie de la liste Forbes des meilleurs conseillers 2025 et peut-être bientôt 2026. On saura ça bientôt. Olivier Sureau, qui est expert comptable, diplômé en France et CPA aux États-Unis. Il dirige notamment le Family Office et les services aux entreprises chez USA France Financials. Donc, vous le savez, nous, on va partager notre écran. Je vous recommande toujours d'être sur un ordinateur, un desktop, pour pouvoir bien voir le partage d'écran qui va être fait par Alexandre tout de suite. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations, mais c'est aussi de prendre vos questions. Donc, écrivez toutes vos questions dans la section Q&A juste en bas de votre écran sur Zoom. On est aussi en direct sur LinkedIn, donc posez toutes vos questions en direct. Et si vous nous regardez en replay, puisque c'est enregistré, tout ça, ce sera disponible sur YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec Alexandre et Olivier. On mettra un petit peu plus bas leur calendrier digital. Allez, moi je reviens à la fin pour poser toutes vos questions à nos experts. Alexandre, je te donne la parole. Parfait, merci beaucoup Romain. Mes meilleurs vœux, en effet, en cette nouvelle année. On va parler aujourd'hui des bonnes résolutions patrimoniales. Je vais me mettre en mode slideshow. Et donc, on va commencer notamment ces bonnes résolutions pour parler des risques notamment. Donc aujourd'hui, hein, on va parler donc des risques à éliminer. On va parler aussi également des petites choses à adapter, que ce soit au niveau du crédit score, au niveau de l'éducation pour les enfants, de l'aspect retraite. On va parler de fiscalité avec Olivier. Donc je souhaite commencer tout d'abord par les risques, hein. Essayer de minimiser au maximum les risques. Il y a trois risques majeurs dans notre vie. C'est un, en cas de procès contre nous, deux, en cas de décès et troisièmement, en cas de santé. Donc ça, ce sont les trois choses à regarder qui sont ici à l'écran, les différentes catégories. Et puis également, grosso modo, de faire un assessment, hein. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle? Est-ce que vous n'avez pas de protection? Est-ce que vous êtes sous-protégé ou est-ce que vous êtes protégé de manière optimale? Et donc voici toutes les catégories qui nous permettraient de voir un scorecard, de voir où on en est et puis de proactivement prendre des décisions pour pouvoir être dans une meilleure position et de protéger notre famille, puisque si une de ces catégories était amenée à ne pas être protégée de manière optimale, évidemment, c'est un impact patrimonial important qui pourrait être derrière. Donc je vous invite évidemment à regarder cela. Les trois premières catégories qu'on voit à l'écran sont liées à un procès. Donc vous avez l'assurance auto, l'assurance maison et également la responsabilité civile, qui est quasi, on va dire, anodine du côté français, puisqu'on prend une complémentaire de santé, on a la responsabilité civile qui est incluse. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc, il s'agit d'aller voir généralement son assurance auto et de leur demander également ce qu'on appelle une umbrella policy. Parce que si on a un accident de voiture, par exemple, on est protégé généralement de manière étatique à un maximum de 250 000 dollars par personne, 500 000 dollars par accident. Et si on renverse, par exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 dollars et qui a 30 ans, cette personne aurait encore eu la possibilité de travailler pendant 30 ans. Donc, on a 3 millions en liabilities, 250 000 est payé par la compagnie d'assurance, le reste, c'est pour notre poche. Soit nous avons le cash, soit ils vont attacher nos revenus futurs pour payer cela. Et donc, à ce titre, c'est là où la responsabilité civile va intervenir et va augmenter ces montants-là. On vous conseille au minimum du minimum d'avoir un montant supérieur à votre montant net de patrimoine. Ça va être votre première pierre à l'édifice pour protéger votre patrimoine en cas de procès contre vous. On est dans une société très litigieuse ici, donc n'hésitez pas à prendre cela, d'appeler votre assurance auto-maison pour le faire. Les trois prochains points sont liés à la santé. Donc, il s'agit d'avoir une assurance santé. Évidemment, les frais de santé sont très chers ici aux États-Unis. Une assurance invalidité à long terme. À court terme, c'est bien d'en avoir une, mais à long terme, c'est un problème
évidemment patrimonial important, si vous n'avez plus la capacité de travailler pendant 4, 5, 6 ans, un problème de santé grave par exemple, eh ben, quel est le plan pour la famille? Comment est-ce qu'on peut garder notre dignité, continuer à épargner, à mettre de l'argent de côté et de garder cette sécurité financière? Eh ben, c'est l'assurance invalidité à long terme qui va nous permettre de le faire. Généralement, quand on est un employeur, on est protégé qu'à 50, 60% du salaire de base, qui est capé aussi généralement. Donc, essayez de revoir cela. On va en parler avec Olivier notamment. Revoir vos employee benefits. Et s'il y a une différence entre le montant qui est acceptable et ce que vous avez avec votre entreprise, bah, n'hésitez pas de prendre une assurance invalidité complémentaire de manière privatisée. Euh, on pourrait évidemment vous accompagner pour regarder cela. Important hein, à avoir. Et enfin, c'est tout ce qui est long-term care, donc au niveau santé. Donc la plupart des gens qui arrivent à une certaine stade de vie vont se retrouver à avoir des besoins, par exemple de maisons médicalisées, par exemple. Et ces frais sont très chers aux États-Unis. En France, on va parler de 3 à 6 000 euros par mois. On va plutôt être entre 11 et 15 000 dollars par mois du côté américain. Donc il y a des manières de se protéger contre ce type de dépenses futures. Donc, à regarder évidemment sur le long terme, plus vous gagnez d'âge et plus c'est important de regarder cette partie-là. Et enfin, c'est l'assurance vie en cas de décès notamment, de pouvoir protéger sa famille, notamment quand on a des enfants en bas âge. Si on n'est plus là, bah, quelle est la problématique pour la famille? De vous donner une idée, si vous êtes dans votre quarantaine, essayez d'avoir à peu près 20 fois votre salaire pour pouvoir essayer de protéger la famille. Ça vous permettrait, imaginons que vous gagnez 100 000 dollars et que vous avez 2 millions de dollars de code d'assurance décès, et ben 2 millions de dollars, si on investit cet argent à 5%, ça vous permettrait de garder le style de vie pour la famille, hein. Et en termes d'assurance vie aussi, il y a le potentiel également, non pas que pour l'assurance décès, mais il existe deux types de contrats d'assurance vie aux États-Unis, de l'assurance décès pure, mais également de l'assurance vie permanente, où il y a une assurance décès qui sera payée un jour, mais également qui constitue une épargne et qui peut être assez intéressante d'un point de vue également financier, fiscal, légal, parce qu'en fait c'est un instrument américain qui même, et surtout en cas de retour en France, va garder les avantages financiers, fiscaux et légaux. Donc c'est un instrument à regarder en termes de protection, mais potentiellement également en termes d'épargne sur le long terme. Et enfin, on va parler évidemment de succession et les droits de succession. Donc le dernier point qu'on voit, buy side agreement, c'est que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez des partenaires, n'oubliez pas d'avoir ce qu'on appelle un buy side agreement en place, qui va être un document contingent s'il se passait un décès, une invalidité, un divorce ou autre. Et est-ce que ce plan est funded? Est-ce que vous avez de l'assurance invalidité, assurance décès sur les partenaires pour pouvoir faire en sorte que la compagnie puisse continuer s'il y avait un pépin d'un des partenaires dans le groupe. Et enfin, ce sont les documents testamentaires. Vous voyez ici quatre points des documents testamentaires. Le testament, donc tout ce qui est will, trust, procuration, donc ce qu'on appelle en anglais le power of attorney, living wills, mais également je rajouterai en plus tout ce qui est lié au guardianship. Donc si vous avez des enfants mineurs, je mets beaucoup l'accent là-dessus, hein. Si vous avez des enfants mineurs, hmm, assurez-vous d'avoir des documents testamentaires. Tout le monde devrait avoir des documents testamentaires, mais d'autant plus si vous avez des enfants mineurs et que vous avez une situation internationale, si les parents étaient amenés à décéder, les enfants pourraient se retrouver à la DAS pendant au moins un an avant que la famille en France puisse récupérer les enfants. Donc l'idée d'avoir ces documents de guardianship en place permet de pouvoir avoir bah, des gardiens temporaires de 15 jours et puis permanents à terme. Et puis le reste de ces documents testamentaires permet de gérer à la fois le patrimoine où cela va et potentiellement de pouvoir contourner certaines problématiques de succession en termes financiers. Mais c'est important de travailler avec un avocat de la famille. Nous avons notamment beaucoup de contacts aux États-Unis qu'on pourrait vous aider à approcher pour mettre en place vos documents testamentaires. Donc voici déjà le premier point. Si vous pouvez déjà vous assurer que les points, on va dire, à risque, les points noirs de votre plan financier pourraient être écartés. C'est jamais fun de discuter évidemment d'assurance, etc. Mais c'est important parce que vous allez créer une fondation solide sur tout ce que vous allez pouvoir mettre de côté maintenant et de pouvoir prévoir l'avenir, hein. Donc voilà pour les risques. On va passer un tout petit peu de temps sur les choses qui sont toujours importantes, hein, début d'année. Le crédit score, s'assurer que vous ayez un bon crédit score si vous souhaitez lever de l'argent de côté, prévoir l'éducation
l'éducation pour les enfants, on va regarder un petit peu quels sont les tips. Qu'est-ce que je mets en place également pour ma famille, hein, puisque j'ai trois enfants en bas âge. Et puis également parler un tout petit peu de retraite. On va notamment faire une conférence, pas mal de conférences avec French Morning cette année sur les retraites. Donc j'ai juste abordé les points importants. Et puis évidemment, si vous souhaitez en connaître plus, n'hésitez pas à nous contacter ou de voir les prochains webinaires sur French Morning qui parleront de retraite. Mais dans un premier temps, parlons du crédit score. Alors, qu'est-ce que le crédit score? Ben, c'est un score qui vous est mis en place pour savoir si vous êtes bon avec vos dettes. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de repayer ses dettes à temps et donc vous avez la capacité, si vous avez un bon crédit score, de pouvoir lever de l'argent, par exemple chez les banques, à des taux d'intérêt les plus attractifs possibles. Donc, on a un impact sur les prêts, sur la location d'un bien immobilier, sur des assurances, sur l'emploi potentiellement. Ça dépend dans quel secteur vous travaillez et puis également sur certains services. Donc voici les avantages d'avoir un bon crédit score. Et qu'est-ce qui impacte positivement ou négativement le crédit score? Eh ben, c'est notamment, vous voyez, majoritairement, c'est déjà l'historique de paiement. C'est le fait que vous payez vos dettes à temps. Même si c'est le minimum qui est demandé, il faut que ce soit à temps. C'est vraiment fondamental. Il faudrait normalement que vous ayez un historique de paiement supérieur à 99%. C'est-à-dire que vous payez toujours à temps. Si vous ne payez pas à temps, ça va avoir un impact dévastateur sur votre historique de crédit. Le deuxième, c'est votre taux d'utilisation. Donc, par exemple, si vous avez une carte de crédit sur laquelle vous avez la possibilité d'avoir une ligne de 20 000 dollars, généralement, on va conseiller d'avoir une utilisation inférieure à 20%, voire de manière optimale inférieure à 10%. Donc, si vous avez une carte de crédit qui vous permet de pouvoir utiliser jusqu'à 20 000 dollars, n'utilisez pas plus de 2 000 dollars. Et si vous avez utilisé plus que cela, et bien dans ce cas-là, vous pouvez payer de manière proactive durant le mois votre taux d'utilisation pour pouvoir le réduire. L'idée aussi, c'est d'avoir plusieurs cartes de crédit, potentiellement pour augmenter votre taux d'utilisation global et d'ainsi de pouvoir augmenter votre crédit score. L'ancienneté et le nombre de lignes de crédit est important. Donc, plus vous allez être là et plus l'ancienneté de votre crédit va jouer un rôle déterminant. Et sachez que le nombre de lignes de crédit est important. C'est assez farfelu, mais plus vous avez de lignes de crédit, telles qu'un prêt immobilier, un prêt sur une voiture, des cartes de crédit, et plus ça va être favorable pour vous. Ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir gérer vos finances de manière optimale. Et le nombre idéal ici est supérieur à 20. Je répète, supérieur à 20 lignes de crédit potentiellement à avoir. Ce serait montant idéal de lignes à avoir pour avoir le meilleur facteur sur ce côté-là. Voilà. Et essayez quand vous faites des demandes de crédit de ne pas le faire de manière trop rapprochée. Ça veut dire que potentiellement vous êtes en difficulté. Donc essayez d'espacer vos demandes de crédit. Donc, les bons points à voir, donc toujours payer à temps, on est d'accord. Réduire au maximum l'utilisation de vos cartes de crédit, être patient, ça va prendre du temps également à ce que vous ayez un bon crédit score. Vérifier vos rapports, donc si par exemple euh, il y a trois agences qui regardent votre crédit score. Vous pouvez toujours demander gratuitement à avoir un rapport de votre crédit score et s'assurer que vous soyez que ce soit en place, que pas d'autres créditeurs soient à votre nom et que quelqu'un est en train de mettre à mal votre score de crédit. Donc n'hésitez pas à vérifier vos rapports et puis évidemment modérer les nouveaux crédits et essayer de le faire de manière espacée si vous pouvez. Voici pour le Credit Score. Pour l'éducation des enfants, eh ben, l'idée c'est de prévoir cela. Comme vous le savez, l'éducation des enfants ici aux États-Unis est chère, bien plus chère qu'en France. Et donc, vaut mieux s'y préparer le plus tôt possible, le plus jeune. Et donc, les options de financement qu'on peut avoir du côté droit, on peut faire un prêt bancaire. Donc, les enfants peuvent prendre des prêts à leur nom, c'est faisable. On peut payer en cash l'université. On peut même utiliser des IRA ou Roth IRA qui vont pouvoir, alors quand vous sortirez l'argent, notamment sur un IRA, bah, vous payerez de la fiscalité, mais vous éviterez potentiellement les pénalités si vous utilisez cet argent pour l'éducation secondaire. Vous pouvez utiliser des comptes d'investissement que vous avez mis de côté, des plans, ce qu'on appelle les plans 529, qui sont des plans étatiques qui permettent d'avoir des avantages fiscaux. Si par exemple vous y vivez dans l'État, par exemple de New York, et vous mettez en place un plan 529 en place, vous pouvez potentiellement avoir des avantages fiscaux au niveau étatique si vous mettez ça en place dans l'État dans lequel vous vivez. Et enfin, on peut utiliser l'assurance vie permanente, un type cash value life insurance, qui peut être intéressant.
Personnellement, ce que j'ai mis en place pour ma famille, j'ai utilisé une combinaison de deux choses, ou même de trois choses. C'est des comptes d'investissement, des plans 529 et des cash value life insurance. Pour moi, l'idée des plans 529, c'est notamment de faire des allers-retours durant l'année pour pouvoir, parce que mes enfants sont à l'école française, donc des écoles privées, et donc en transférant de l'argent dans le plan 529 et vivant personnellement en Pennsylvanie, je vais avoir une déduction fiscale au niveau étatique uniquement, pas fédéral, au niveau étatique, qui permet de réduire l'impact fiscal de ce que j'ai contribué au sein du plan 529, et je vais ressortir l'argent pour payer l'éducation chaque année. Donc ça me permet de faire juste simplement un flux de liquidité qui permet de récupérer un petit peu l'avantage fiscal. Je ne les utilise pas sur le long terme, ces plans à 529. La raison, c'est que je ne suis pas super satisfait. Je ne suis pas confortable avec les solutions d'investissement à l'intérieur de ces plans. Je pense qu'ils ne sont pas extrêmement attractifs. Donc pour moi, c'est plus un flux de trésorerie qui permet de récupérer un impact fiscal que de planifier sur le très long terme avec ces plans-là. J'utilise notamment des comptes d'investissement, j'utilise notamment ce qu'on appelle des produits structurés que j'utilise pour pouvoir mettre de l'argent de côté et de bénéficier d'une exposition marché. Et enfin, j'utilise de l'assurance vie permanente. J'ai mis des contrats en place où je suis le owner du contrat, c'est-à-dire que je suis, c'est du capital que je mets dedans et qui m'appartient, mais j'ai mis les enfants en tant qu'assurés et j'aurai l'objectif à terme d'utiliser les liquidités que j'ai mis dans ces contrats-là de manière défiscalisée pour pouvoir payer leur éducation future et à terme également potentiellement de faire la donation de ces contrats à mes enfants pour les lancer dans leur vie, pour faire l'achat d'un bien immobilier, pour pouvoir lancer leur start-up s'ils le souhaitent, de prévoir leur retraite et potentiellement évidemment l'impact également que ce sera sur la génération d'après lors de leur décès également à terme. Donc une combinaison de ces instruments-là peuvent permettre d'être serein le jour où les enfants choisiront d'aller à l'école, que ce soit aux États-Unis ou potentiellement en Europe, où la note sera un peu moins chère. Enfin, on va parler de retraite, en tout cas dans un premier temps, avant que Olivier prenne la parole sur l'aspect fiscalité. Il s'agit de bien comprendre à la fois le cadre fiscal franco-américain, Olivier va l'aborder dans un instant, la gestion des retraites, les investissements transfrontaliers, donc que mettre en place à la fois en France et aux États-Unis, et cela euh, de manière parallèle, mais qui vont pouvoir être complémentaires. Et évidemment, il y a des stratégies internationales de retraite à mettre en place. Donc on va pouvoir aborder un tout petit peu cela. Peut-être, Olivier, tu veux prendre peut-être un tout petit instant pour parler de cela au niveau juste de la fiscalité pour Oui, les retraites? oui, donc pour la partie retraite, ce qu'il faut savoir de façon générale, il y a une chose qu'il faut bien connaître, c'est la convention fiscale entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis, notamment l'article 18. Et ce qu'il faut comprendre, et donc il faut bien les comprendre, ces conventions fiscales, c'est que dans votre analyse, il faut savoir, c'est que les retraites sont taxables dans le lieu de cotisation. Donc en fonction de l'endroit où vous vivrez plus tard, ce sera la cotisation qui va déterminer l'endroit de taxation en termes de la fiscalité franco-américaine. Donc, si aujourd'hui vous cotisez aux États-Unis, même si demain vous allez vivre en France, vous serez taxé toujours aux États-Unis et non pas en France. Et à l'inverse, si vous avez cotisé en France et que vous avez passé votre retraite aux États-Unis, vous serez taxable en France et non pas, alors là c'est uniquement au niveau fédéral, parce que certains États ne reconnaissent pas les conventions fiscales, mais vous serez complètement exonéré d'imposition au niveau fédéral sur ces retraites, ce qui est important, parce qu'en règle générale, si on a payé un impôt dans un autre pays, on le déduit, mais on paye le différentiel au niveau fédéral. Là, dans ce cadre-là, la retraite sera complètement défiscalisée dans ce cadre-là. Donc, bien comprendre ce concept fiscal, comprendre la notion de résidence fiscale ou pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes citoyen américain, peu importe où vous habitez dans le futur, vous serez toujours redevable de payer un impôt aux États-Unis. Donc, il faut comprendre un petit peu la définition de la résidence fiscale du côté américain, mais également la définition de cette fameuse citoyenneté. Si demain je prends un passeport au opaque, quels sont les impacts dans ce cadre-là? Comprend les définitions des retraites entre les retraites françaises et américaines. Il faudra bien analyser la différentielle, parce qu'on a toujours les retraites, système de retraite par répartition, que sont la Social Security aux États-Unis, comme la plupart des caisses de retraite en France, et le système par capitalisation, pardon, qui sont donc les plans de retraite classiques que l'on connaît comme les IRA ou les 401k aux États-Unis, ou les plans de retraite complémentaires du côté français. Et enfin, bien évidemment, bien penser, j'en reparlerai tout à l'heure, à déclarer sur vos formulaires fiscaux, si vous avez des plans de retraite étrangers, notamment à caractère privé, bien penser à déclarer ces plans de retraite au niveau de vos déclarations fiscales fédérales. Très bien. Alors,
Une question que l'on se pose souvent, c'est que faire de ces comptes de retraite? Et notamment, bah, quand vous êtes employé, vous avez accès à un 401(k), qui est un programme de retraite qui a été mis en place par votre employeur. Et bah, tant que vous êtes dedans, très bien, vous bénéficiez des solutions, vous êtes limité avec d'environ 20-25 mutual funds à votre disposition, et vous faites votre allocation, et vous essayez de faire grandir cet argent sur le long terme. Le jour où vous partez de votre employeur, où vous rentrez en France, votre 401(k) a maintenant quatre options. Vous pouvez soit, un, le garder là où il est, donc vous serez dans un ancien 401(k). Maintenant, certains frais qui étaient payés par l'employeur sont maintenant à votre charge. Deuxièmement, vous avez la possibilité de sortir du 401(k) complètement et d'avoir du cash sur le compte bancaire. Donc là, il y aura des implications fiscales et potentiellement des pénalités. Si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi, vous avez une pénalité de 10%. Si vous sortez après 59 ans et demi, il n'y aura pas de pénalité. Mais dans les deux cas, quand vous sortez un montant du 401(k), la totalité de ce montant qui sort est considérée comme du revenu, puisque vous n'avez pas encore payé d'impôt dessus. Eh ben, le jour où il y a de l'argent qui sort du 401(k), chaque dollar qui sort est considéré comme du revenu. Et donc, il y aura de la fiscalité liée à cela. Troisièmement, on peut transférer son argent de son 401(k) vers le nouveau 401(k) du nouvel employeur, si vous avez un nouvel employeur qui a un 401(k). Ça se fait sans implication fiscale. Et donc, vous avez maintenant les avantages et inconvénients du nouveau 401(k) dans lequel vous êtes. Et enfin, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rollover vers un IRA, un Individual Retirement Account. Donc, c'est la même chose qu'un 401(k), mais cette fois-ci, c'est de manière individuelle. L'avantage de cela, notamment, c'est que maintenant, vous ouvrez toutes les solutions potentielles d'investissement qui sont à votre disposition. Vous n'êtes pas bloqué entre 20 et 25 mutual funds à disposition. Maintenant, vous pouvez faire votre propre allocation et potentiellement utiliser des instruments, notamment ce qu'on appelle des annuities, qui peuvent être à la fois des capital annuities et income annuities, qui vont nous permettre de pouvoir gérer, ou en tout cas déférer notamment un certain nombre de risques à des compagnies d'assurance, à la fois pour l'augmentation du capital, mais également d'avoir potentiellement à terme des revenus garantis à vie. Et c'est vrai que les taux en ce moment sont extrêmement favorables. Donc c'est quelque chose à regarder de manière proactive en ce moment, notamment puisque historiquement les taux d'intérêt sont encore élevés, ils sont en train de baisser petit à petit, mais ce qu'on a encore comme solution en ce moment, encore historiquement les meilleures solutions qu'on a vues depuis plus d'une décennie. Donc voici les quatre solutions que vous avez pour votre 401(k). Et enfin, et cette slide est en fait extrêmement importante et elle a le mérite d'avoir un webinaire dédié. Donc, je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, notamment sur l'aspect fiscalité qu'Olivier va aborder dans un instant. Moi, je reviendrai dans la conversation après pour parler notamment de stratégie d'investissement en cette année 2026. Mais cette slide-là est importante. Donc, quelles sont les stratégies internationales de retraite? Qu'est-ce que je peux mettre ici aux États-Unis, déjà dès maintenant en place, dans le cadre à terme, peu importe si je rentre en France ou je reste aux États-Unis, qui va pouvoir me mettre, moi et ma famille, dans une meilleure position que de simplement avoir une stratégie patrimoniale classique à la française, où l'idée c'est d'accumuler une certaine valeur de patrimoine financier, immobilier, en compte de retraite, en cash, d'avoir une certaine diversification et de vivre des revenus de ce patrimoine à la retraite, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France. On n'a pas d'autre alternative. On accumule du capital et à cause du risque de longévité et le fait qu'on ne sache pas quand on va décéder, on essaie de garder le capital intact et de vivre des intérêts générés. Exemple, vous avez acheté de l'immobilier, vous avez payé les prêts immobiliers, vous êtes rentier des loyers, vous essayez d'augmenter les loyers chaque année pour faire face à l'inflation et vous récupérez les revenus de ce capital pour le reste de votre vie. C'est classique, c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France, mais si l'objectif est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont en France, qui sont dans la meilleure stratégie possible, qui est exactement la stratégie classique. Ils n'ont pas le choix. Ça va être très compliqué de garder le style de vie. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on part à la retraite, on fait face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Les 5 risques majeurs, pour rappel, sont un, la longévité, 2, l'inflation, 3, la taxation. Il faut savoir qu'on est un bas historique ici aux États-Unis. On est à 37% au taux marginal supérieur. On était à 39,6 il y a 8 ans, 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40. Si on revient à une moyenne historique, et notamment avec l'augmentation galopante de la dette, on peut s'y attendre, eh ben, on va payer plus d'impôts plus tard et donc ça va grignoter notre pouvoir d'achat. Quatrièmement, c'est l'ordre des rendements. Ça, c'est la compréhension que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Vous pouvez être le ou la meilleure gestionnaire de patrimoine pendant 30 ans. Si vous prenez une claque du marché financier immobilier, par exemple à l'âge de 58 ans ou 62 ans, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si vous prenez une claque à l'âge de 92 ans. La question à se poser, c'est comment puis-je dès maintenant, à l'heure où on se parle, déjà réduire l'impact de l'ordre des rendements. Et enfin, c'est le risque en lui-même d'investir, de pouvoir générer par exemple du 5, 6, 7, 8% de rendement tous les ans sans aucune année négative. Générer du 5% de rendement en ce moment, ça se fait encore.
sans trop de risques, mais devoir générer 7, 8, 9, 10% de rendement chaque année sans aucune active, là, ça commence à être un challenge. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce risque de revenu pour le reste de notre vie? Ça sont les 5 risques majeurs. Les autres 15 risques sont l'augmentation des coûts de la santé, les problématiques de salinité, de transfert d'argent à l'international, etc., qui va mettre de la pression sur votre capacité de garder votre style de vie. Pour répondre à cette problématique, c'est simplement la constitution de 3 stratégies. La problématique de la stratégie classique à la française, c'est qu'elle ne détient qu'une seule stratégie. J'accumule du capital, je vis des revenus de ce capital-là. Cette stratégie-là doit être couplée de 2 stratégies complémentaires qui se mettent en place dès maintenant. Il ne faut pas attendre quand on est à la retraite. Si on est déjà à la retraite, c'est pas trop tard. Mais ça va être d'autant plus difficile de bouger un bateau si on est déjà à la fin de sa course. Donc, l'idée, c'est de pouvoir coupler une stratégie classique à une stratégie de flooring et de bucketing. Et en quelques mots, une stratégie de flooring, c'est de s'assurer d'avoir des revenus garantis à vie pour vos dépenses de base. Et on a tous un chiffre sur lequel il s'agit d'être confortable. Ça peut être 5 000 $ par mois. Si vous avez besoin de 5 000 $ par mois, quoi qu'il arrive, bah faites en sorte que vous ayez 5 000 $ par mois de revenus garantis à vie. Ça peut être la sécurité sociale française, américaine, les income annuity, etc., qu'on va pouvoir mettre en place pour avoir ces revenus. Et pour les revenus, ou en tout cas les besoins de revenus discrétionnaires, on va mettre en place une stratégie de bucketing. On va simplement dédier certains actifs à certaines phases de vie et qui va nous permettre d'être beaucoup plus granulaire sur le fait qu'on va avoir maintenant la possibilité de dépenser le capital et les intérêts d'une partie de son patrimoine et qui va nous permettre d'augmenter de 40 à 60% de revenus de retraite en prenant moins de risques, en payant moins d'impôts et tout en assurant la succession. Donc, je vous amène à vous connecter à nos prochains webinaires, notamment sur French Morning, pour parler de ces aspects de retraite. Mais en attendant, je vais passer la parole à Olivier pour nous parler de fiscalité. Merci encore, Alexandre. Hop. Voilà. Je partage à mon tour mon écran. En plein écran également. Donc, comme l'a évoqué Alexandre, et encore une fois, de mon côté, je vous présente aussi mes meilleurs vœux pour cette année. Ce qu'il faut, quand on parle de bonne résolution, il faut aussi parler de fiscalité et de calendrier de stratégie fiscale. Hein, et un petit peu, le but, c'est d'avoir un petit peu une chronologie de qu'est-ce que je peux faire pour justement prendre des bonnes résolutions dès le mois de janvier, puisque c'est, comme on dit, hein, c'est le but, c'est de s'y commencer plus tôt. Donc, le but, c'est un petit peu de comprendre son patrimoine, d'avoir un petit audit fiscal et de connaître les échéances et les bonnes stratégies à mettre en place pour après mettre en place une stratégie sur le long terme dont Alexandre va nous parler. Donc, tout d'abord, avant de parler de fiscalité, il faut aussi comprendre, et une des bonnes résolutions qu'il faudra avoir, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un personnel financial statement? C'est-à-dire que on connaît ses revenus, mais est-ce qu'on connaît bien ses actifs, français, américains ou autres? Est-ce que sur certains biens, on a des actifs démembrés ou pas? Donc, l'idée, en fait, de tout cela, c'est de mettre en place un personnel financial statement. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, moi, je l'ai déjà. Oui, mais aussi, chaque année, justement au mois de janvier, c'est toujours le bon moment de mettre à jour l'état de vos actifs et de vos passifs pour déjà avoir une visibilité globale de tout ce que vous avez pour après, justement, décupler sur ces stratégies totales. Hein. Et l'objectif, c'est qu'en général, la personne qui vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine doit faire ce suivi-là. Si ce n'est pas le cas, c'est important, c'est très important pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas de conseiller de gestion de patrimoine, de commencer par cela, c'est de connaître quel est l'inventaire complet des actifs et des passifs, quel est mon actif net et quelles sont les liquidités disponibles pour éventuellement aussi connaître des futurs investissements. Et ça, ce sera le point de départ. Dès lors que j'ai accès, je connais un petit peu avec précision mes actifs et mon passif, parce que souvent on se dit non, mais je sais ce que j'ai, jusqu'à ce qu'on ne le mette pas en place sur un petit tableau, ça nous arrive à tous, hein, on oublie les choses. Donc, c'est important, une fois qu'on connaît bien et qu'on a mis en place sur un tableur ce fameux partial financial statement, de se dire, est-ce que je suis au mois de janvier, avant de parler de la prochaine échéance fiscale, la prochaine déclaration fiscale, est-ce que les déclarations passées sont correctes? Et le but, c'est bien évidemment de mettre en place, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'on a déposées dans le passé. Vous allez souvent me dire, oui, mes déclarations sont correctes. Qu'est-ce qui vous dit qu'elles sont correctes? Oui, je suis passé par un expert comptable pour le faire. Qu'est-ce qui dit qu'elles sont correctes? Notamment quand on a des problématiques transversales, quand on a des déclarations internationales, ou peut-être on a peut-être oublié, en faisant ce fameux personal financial statement, on s'est peut-être rendu compte qu'on a peut-être oublié de donner à son CPA un certain nombre d'actifs qui, du coup, n'a pas été déclaré. Donc, le premier objectif, c'est de faire vraiment, moi, je recommande toujours aux gens, surtout au mois de janvier, avant qu'on s'embarque dans la nouvelle saison fiscale, de faire un petit audit fiscal des déclarations qui ont été déposées. Et l'idéal, ce serait même de faire cet audit par une personne
tierce externe de la personne qui dépose votre déclaration fiscale. Ça vous permet de vérifier qu'elles sont correctes. Si elles ne sont pas correctes, c'est le moment de les rectifier, hein. Il y a aussi des programmes d'amnistie qui existent aux États-Unis, notamment des streamlines, mais c'est le moment de les rectifier avant de faire tout dans l'urgence, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où on dépose sa déclaration fiscale qu'on se rend compte que les passés n'étaient pas correctement déposés. Et là, on est pressé par le temps, il faut faire vite les choses et on n'a pas de temps pour le faire. Donc, profitez du mois de janvier pour faire cette analyse-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait faire chaque année. Et de préférence, hein, j'insiste, de faire ce petit audit par un cabinet externe qui vous permette de voir si il y a eu des oublis ou pas. Et s'il y a eu des oublis, c'est le moment de les rectifier avant que, éventuellement, l'administration fiscale vienne vous contrôler. Autre chose importante, une fois que j'ai fait cet audit-là, c'est quand on parle d'aspect patrimonial, Alexandre les a évoqués tout à l'heure, hein, et je vais réinsister encore, vérifiez votre testament et vos trusts. Vous allez me dire, oui, j'ai un testament, oui, j'ai un trust. Très bien. Mais est-ce que vous l'avez mis à jour? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez déménagé, vous habitez aujourd'hui peut-être à Miami, avant vous étiez à New York? Est-ce que vous l'avez changé ce testament parce qu'il est plus valable vous habitez maintenant à Miami pour un testament qui a été établi à New York parce que vous étiez raison de New York? C'est arrivé le cas il n'y a pas longtemps à un de mes clients. Et c'est important là aussi de vérifier le dernier testament qui a été fait. Est-ce que je dois le mettre à jour? Peut-être j'ai eu des enfants aussi entre-temps. Il faut que je les rajoute. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, les bénéficiaires, c'est bénéficiaires exclusifs. Donc, si on oublie quelqu'un, il sera oublié au moment de la succession. Donc, mettre à jour ces testaments, vérifier ces trusts également, est-ce qu'ils sont bien fondés ou pas? S'il y a des actifs à l'étranger, notamment en France, comment je les ai incorporés dans ces trusts ou pas? Parce qu'il ne faut pas les incorporer justement. Et parfois, quand on est vague dans un trust ou quand on a fait l'acquisition d'un bien immobilier à l'étranger, on oublie qu'il faut aussi updater ces déclarations, ces testaments du côté américain, mais également parfois du côté français. Donc, pensez bien à cela parce que souvent, on pense que on est à jour, on a des testaments, il faut les mettre à jour. Et bien évidemment, si vous n'en avez pas, il faut absolument avoir au minimum un testament aux États-Unis, voire même un trust révocable qui va vous permettre justement d'éviter ce qu'on appelle le probate, parce que même avec un testament, vous passez par un probate, hein, c'est-à-dire que le jour où vous n'êtes plus là, vous passez devant une cour et donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc, pensez bien à cela. Une fois qu'on a fait un petit peu cette vision globale, il faut aussi connaître les échéances fiscales, hein. Ça, c'est l'étape 3. Quelles sont les échéances fiscales? Alors, on les connaît tous, hein, mais je vous les rappelle, hein, l'échéance fiscale est le 15 avril. Alors, quand ça tombe un week-end ou un jour férié, c'est le jour d'après. Mais c'est le 15 avril pour les déclarations fiscales personnelles. Si, pour certains d'entre vous, vous souhaitez repousser l'échéance, vous avez la possibilité de repousser de 6 mois. Donc, auquel cas, ce sera le 15 octobre, en tant que particulier, hein, en tant que déclaration fiscale. Si vous avez des sociétés, là, à faire distinguer entre les sociétés qui sont ce qu'on appelle transparentes, hein, comme des S-Corp ou les LLC, dans laquelle l'échéance fiscale, là, sera le 16 mars, que ça tombe je crois que le 15 tombe un dimanche, donc ce sera 16 mars, avec une possibilité, pareil, de repousser l'échéance au 15 septembre. Et enfin, si vous avez une société qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, hein, c'est ce qu'on appelle les C-Corp, là, l'échéance fiscale sera au 15 avril avec une possibilité de repousser l'échéance au 15 octobre. Sans oublier également, si vous avez des revenus, notamment en France, hein, dans certains cas de figure, si des revenus locatifs ou des retraites, je dois déposer une déclaration fiscale en France, ce sont des non-résidents. Là, on n'a pas la date connue encore, hein, ça change chaque année, mais en règle générale, c'est entre le 20 et le 25 mai, lorsqu'on est non-résident pour déposer ces déclarations fiscales. Donc, pensez bien à ces échéances-là. Également, certains formulaires, hein, là, je vais vous mettre les formulaires qui sont importants, qu'on oublie souvent. Bien penser à les faire, notamment si vous avez des comptes en banque à l'étranger. Une fois que vous avez mis en place ce personnel financial statement, là, vous allez pouvoir aussi voir, tiens, si j'ai des choses à l'étranger, est-ce que j'ai bien déclaré les formulaires qu'il faut? Donc là, il faut bien connaître les formulaires, ce qu'on appelle les FBAR, notamment quand on a des comptes en banque à l'étranger. Hein, si la somme de ces comptes en banque, de la balance maximale n'est pas 10 000 $, il faut déclarer chacun de ces comptes. Le formulaire FATCA, hein, où on a une actif financier de façon plus large, en plus des comptes en banque, on va regarder tout ce que vous avez comme actif financier. Il faut le faire. Si j'ai des sociétés familiales, ne serait-ce que même si j'ai 1% d'une société familiale, mais si elle est contrôlée par des membres de ma famille, il faut que je déclare un formulaire qui est le formulaire 54 à 71, si c'est une société à l'IS, par exemple une SAS ou une SRL. Et si j'ai une SCI, ce sera plutôt un 8065. À déposer également. Bien penser à ces formulaires-là, parce que les conséquences fiscales et les pénalités sont assez importantes aux États-Unis. Et même si vous souhaitez vous rectifier, il y aura toujours des pénalités. Donc, pensez à le faire. Et en plus, la prescription n'existe pas si on oublie ces formulaires-là. C'est pareil, si j'ai des assurances vie françaises, est-ce que j'ai bien déclaré ces assurances vie françaises sur les formulaires fiscaux adéquats et notamment le formulaire, ce qu'on appelle le formulaire PIFIC, hein, quand on a des fonds d'investissement, des SICAV, des unités de compte dans une assurance vie ou des fonds communs de placement, on va être considéré comme étant des PIFIC et il va falloir déposer ce formulaire fiscal qui est le formulaire 8621. Et enfin, si j'ai touché un héritage de la famille qui n'est pas résidente fiscale américaine, j'ai un formulaire dès lors que cet héritage ou une donation qui dépasse 100 000 $, je dois déposer une déclaration fiscale qui est le formulaire 3520.
Attention, connaissez bien ces formulaires-là. Moi, j'insiste toujours sur ces formulaires-là parce qu'ils sont souvent méconnus, ou on a souvent des oublis, et les conséquences fiscales sont assez importantes lorsque l'on ne fait pas ces formulaires-là. Une fois on parle de compliance, il faut aussi parler maintenant de stratégie fiscale. Hein, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je peux faire entre maintenant, justement, et le moment où j'ai déposé ma déclaration fiscale? Si, par exemple, on se passe du côté entrepreneur, je suis un entrepreneur aujourd'hui, on a encore la possibilité, vous savez que jusqu'au 15 avril, voire même si vous faites une extension, là ce sera le 15 septembre et non pas le 15 octobre, on a toujours la possibilité de déposer dans un plan de retraite, donc à la fois un 401k, ce qu'on appelle un solo 401k si on est sur un entrepreneur, ou un SEP IRA, ou alors un defined benefit plan, et où d'ailleurs, pour pouvoir le déposer, on a la possibilité donc de rajouter de l'argent maintenant, et ce sera rétroactif sur sa déclaration fiscale 2025. Donc j'aurai la déduction fiscale sur 2025, quand bien même je le dépose maintenant. Et ça, c'est vraiment, ce sont des plans qui sont assez connus. Les plus connus, ce sont les solo 401k et les SCP, mais on peut aller encore plus loin, qui sont moins connus, ce qu'on appelle les defined benefit plans, où là, je vais pouvoir avoir une déduction fiscale encore plus grande. Hein, sachez qu'avec notamment un 401k ou un SEP, on peut aller jusqu'à 70 000 heures par an si on a moins de 50 ans. Et après, on rajoute 7 500, 77 500 si on a plus de 50 ans. Mais après, je peux avoir encore rajouté dans un autre plan de retraite qui est souvent méconnu, qui est le defined benefit plan. Je vais pouvoir rajouter encore plus d'argent. Et les limites sont beaucoup plus conséquentes et sont supérieures à 70 000 $. Donc là, regardez les options que vous pourriez avoir si vous avez des résultats qui sont assez conséquents au niveau de votre entreprise, de voir est-ce que ça vaut le coup dès maintenant. Et encore une fois, ce n'est pas trop tard de mettre en place ce typologie de plan. Également, n'oubliez pas, hein, tout à l'heure, Alexandre a parlé de disability insurance. Mettre en place un groupe disability insurance peut avoir du sens au niveau de la fiscalité parce que ça sera une charge déductible au niveau de vos bénéfices dans ce cadre-là. Quand on parle de stratégie fiscale également, mettez à plat chaque année, en fonction de l'évolution de votre entreprise, pour préparer son exit. Pensez toujours à votre exit. Est-ce que ma forme juridique aujourd'hui est-elle toujours adaptée à une exit future? Et ça change chaque année parce qu'on peut au début commencer par exemple par constituer une LLC. Après, on peut se rendre compte qu'en fonction de la société grandisse, il faut peut-être mieux changer de forme juridique, par exemple basculer sur une C-Corp pour avoir bénéficié notamment des systèmes d'exonération qui existent, hein, comme le QSBS, etc. Et c'est peut-être le bon moment aussi de remettre à place cela. Est-ce que j'ai la bonne stratégie fiscale en cas de sortie? De la même façon, en tant qu'entrepreneur, si j'ai plusieurs employés, est-ce que je maximise mes bénéfices? Est-ce que j'ai les bons plans de rétention et d'attraction? Hein, on pense souvent aux bénéfices traditionnels, notamment les plans de retraite traditionnels, les 401k, les couvertures médicales. Mais est-ce que j'ai également mis en place ce qu'on appelle un non-qualified plan, qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises américaines et qui est souvent la clé de la rétention. Alors, en gros, des non-qualified plans, je vais pouvoir garder sur long terme un certain nombre de personnes clés sans être assujetti aux règles de l'ERISA, les Anti-Discrimination Rules, qui va me permettre de faire de la rétention sur mes employés. C'est le bon moment de le faire maintenant parce que le temps de les mettre en place, hein, ça va se faire au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place ce genre de choses. Pareil, Alexandre l'évoquait tout à l'heure, hein, le buy-sell agreement, très important. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un buy-sell agreement? Imaginez, vous avez une entreprise qui marche, qui cartonne, et il n'y a pas de plan de succession. Si demain, il m'arrive quelque chose, en gros, ma société ne vaut plus rien. Est-ce que j'ai prévu un plan de succession? Est-ce que j'ai prévu un financement au cas où? Est-ce que j'ai une assurance vie qui pourrait éventuellement me financer cette partie-là? Alexandre va parler des assurances vie. C'est important de savoir aussi, en termes de protection de son entreprise, c'est le bon moment de mettre à place ce genre de choses. Est-ce que également, j'ai des life insurance au niveau de mes employés clés? Hein, si demain ils ne sont plus là, est-ce que je suis protégé pour cela? Très important de regarder cette typologie. Donc le but, hein, c'est vraiment de faire un petit audit classique de tous les bénéfices et de voir est-ce que je peux aller plus loin, améliorer ma rétention de mes employés. Et c'est pareil, c'est le bon moment de le faire, hein, notamment au niveau de vos 401k également. Maintenant, si on se positionne du côté employé ou en tant que revenu, j'ai des revenus. Donc, de façon globale, comment je peux optimiser? Alors, je vous évoquais tout à l'heure. Comment j'utilise mon 401k? Est-ce que ce 401k, je l'ai bien utilisé? Est-ce que j'ai pris l'élection fiscale maximale ou pas? À regarder également. C'est le bon moment de remettre à plat les stratégies, hein, souvent de recourir, par exemple, de voir s'asseoir avec Alexandre. Est-ce que j'ai la bonne stratégie d'investissement? Est-ce que c'est le bon moment de jouer sur ma fiscalité en fonction de mon taux d'imposition? Est-ce que le ROS peut avoir du sens aujourd'hui plutôt que de faire du traditionnel? Est-ce que ça peut avoir du ROS si j'ai des plans de retraite d'employeurs précédents? Est-ce que ces plans de retraite-là, je peux les utiliser et mettre en place une bonne stratégie? Peut-être de les convertir en certains sur du ROS ou d'utiliser des annuités. C'est le bon moment de le faire également. Mais également, ce qui est important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être mis en place une stratégie d'investissement il y a 4-5 ans. Est-ce qu'elle est toujours adaptée? Peut-être il y a 4-5 ans, et Alexandre parlait tout à l'heure de taux d'imposition, mon taux d'imposition moyen était de 20%.
Aujourd'hui, je suis passé à 32% parce que ça marche bien, j'ai plus de revenus. Mais est-ce que les investissements que j'ai faits tiennent compte de mon taux d'imposition actuel? C'est pour ça que chaque année, il faut remettre à plat et regarder les investissements qui sont effectués. Est-ce que ma compagnie avec laquelle je travaille au niveau de la gestion de mon patrimoine utilise le tax loss harvesting? C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et qui a un vrai avantage fiscal lorsque l'on a un portefeuille de placement financier. Et après, derrière, quand on parle plus, quand on tourne la page de l'impôt sur le revenu, on parle en termes successoral. Qu'est-ce que je prévois et est-ce que j'utilise les abattements annuels auxquels j'ai droit? Alexandre l'a évoqué à juste titre tout à l'heure. Il faut que je mette en place des stratégies pour mes enfants. Il ne faut pas hésiter à chaque année donner, vous savez, on peut donner 19 000 dollars chaque année par personne, que ce soit un enfant ou pas. Donc, ça fait pour un coût 38 000 dollars sans avoir besoin de faire de déclaration de donation et de succession. Donc, si un jour vous souhaitez rentrer en France, il faut les utiliser, ces abattements chaque année. Et justement, avec ces abattements-là, utiliser des stratégies d'investissement, comme Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, et ce serait important de le faire. Si je suis employé également, je travaille dans un groupe. Est-ce que j'utilise les bénéfices qui sont dans ce groupe-là? Parce que souvent, on voit trop souvent des gens qui se disent non, non, mais moi j'utilise les bénéfices. Est-ce que vous les utilisez? Parce que parfois, quand on travaille dans un grand groupe, il y a beaucoup de choses dont on a accès, on n'en a pas la connaissance. Il faut prendre le temps de le faire. C'est le bon moment également de prendre le temps de le faire. Regardez les bénéfices auxquels vous avez le droit. Est-ce que vous utilisez le matching du 401k à bon escient? Est-ce que vous essayez de l'optimiser? Est-ce que vous avez des disability insurance? Est-ce que vous les prenez? Alexandre l'évoquait tout à l'heure, c'est très important. Si vous en avez dit que vous les prenez, est-ce qu'elles sont suffisantes? Si elles sont insuffisantes, peut-être en prendre des complémentaires. Hein, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, de prendre des compléments privés. Donc, est-ce que j'utilise? Si j'ai des HSA, est-ce que je les utilise aussi? C'est une vraie stratégie fiscale d'avoir des HSA également aux États-Unis. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Si j'ai le droit également d'optimiser et d'avoir accès à des stock options ou des RSU ou des ISO, est-ce que je les utilise? Est-ce que je les prends? Quelle est ma stratégie par rapport à ces stock options? Est-ce que pareil, je regarde si cette stratégie est adaptée chaque année. Et ça, c'est important de le faire parce que souvent, on pense que ces stock options, elles sont coincées chez votre employeur. Non, parlez-en à votre conseiller financier. Parlez-en à Alexandre qui va regarder et qui va mettre à place ce genre de choses. Donc, ça, c'est important de regarder vraiment ce qu'on appelle ce summary plan description qui sera vraiment primordial. Et une fois qu'on a analysé tout ça, on connaît sa tranche d'imposition, c'est là qu'il va falloir mettre en place sa stratégie et mettre vraiment cette architecture de placement. Et Alexandre va l'évoquer plus en détail maintenant, c'est de regarder un petit peu de cette stratégie de placement et de trouver peut-être des nouveaux véhicules d'investissement qui vont être plus adaptés à votre situation actuelle, de réallouer vos actifs, mais également d'utiliser, et Alexandre va vous en parler maintenant, l'assurance vie, qui a un vrai, on appelle ça coffre-fort fiscal aux États-Unis, qui va vous permettre non seulement d'optimiser bien évidemment financièrement, Alexandre va en parler, mais d'un point de vue fiscalité, ce sera vraiment complètement exonéré d'imposition et qui va vous permettre notamment d'avoir une poche de supplémentaire de sécurité au travers de l'assurance décès pour vos enfants, qui va pouvoir avoir plusieurs vocations, hein, de vivre, de couvrir un train de vie ou de couvrir un impact fiscal, peut-être un impact français également. Donc, pensez à regarder les piliers de protection, qu'est-ce que vous avez? Et pensez également, qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose, ce qu'on appelle une invalidité. On vient d'évoquer, sécuriser votre invalidité. Et enfin, sur le long terme, la vision globale en termes fiscal, c'est, Alexandre l'a évoqué, l'éducation. N'attendez pas de faire des plans d'éducation pour les enfants. Utilisez les plans en vigueur aujourd'hui. Alors, ça va être un mix de 529, d'assurance vie, de comptes classiques de brokerage qui vont être des UGMA ou des UTMA qui vont vous permettre de mettre en place une vraie stratégie. Et là aussi, le but, c'est d'utiliser chaque année ces 19 000 dollars par an parce que n'oubliez pas que l'éducation des enfants, le jour où ils seront en âge d'aller à l'université, tout ne pourra pas, certaines parties que vous avez financées seront considérées comme des donations. Donc attention à cette notion-là aussi, on a souvent tendance à l'oublier, mais il y aura un impact fiscal de donation successorale. Oui, j'ai un abattement de 15 millions de dollars, mais attention, parce qu'il faudra faire des déclarations. Ce sera considéré comme une donation. Donc plutôt j'anticipe cela et je rends mes enfants autonomes dans le futur, plutôt je pourrais aussi mettre en place une indépendance moi-même financière au niveau de ma retraite qui va me permettre d'éviter, parce que trop souvent on entend des gens dire bah, il faut que j'attende que mes enfants aient fini leurs études. Ben, vous n'êtes pas obligé de les attendre si vous avez mis en place votre stratégie financière pour les enfants dès le départ. Les enfants sont peut-être autonomes financièrement au moment d'arriver dans leurs études. Et vous, ça vous permettrait de prendre votre retraite peut-être plus tôt parce que vous aurez mis en place les bons outils. Donc là aussi, au niveau de la retraite, n'oubliez pas, bâtissez, et Alexandre va vous en parler un peu plus en détail, n'oubliez pas les comptes individuels de retraite. Est-ce qu'ils sont adaptés à ma situation fiscale, ROS ou pas ROS? Quel type de plan d'entreprise j'utilise? Est-ce que les defined benefit plans, je les utilise ou pas si je suis entrepreneur, si je suis employé? Est-ce que j'y ai accès dans mon entreprise? Et enfin, Alexandre l'a évoqué, regardez le système de protection, le système hybride. Les AIUT sont un très, très bon outil.
hein, d'indépendance financière future. Les cash avail insurance, on va pouvoir les utiliser pour énormément de choses, et Alexandre va vous en parler maintenant. Et les HSC aussi, on les oublie souvent, les HSC ont une vraie vocation également pour vous permettre de vous protéger d'un point de vue médical, et dans ce cadre-là, ce sera un vrai avantage fiscal. Et justement, ce serait une bonne transition pour toi, Alexandre, pour vraiment mettre en place cette stratégie d'investissement futur. Quand je dis stratégie, c'est vraiment une vraie optimisation, une pensée pour le futur et avec la vision long terme, en fait. Absolument. Et donc, je vais prendre le relais pour parler justement de ça, de mettre en place cette architecture patrimoniale en place. Donc, je vais repartager maintenant mon écran. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est par où commence-t-on au niveau de cette structure patrimoniale? Et donc, on va commencer par bien comprendre que pour nous, il y a deux types d'actifs. Il y a les actifs dits de croissance et les actifs dits défensifs. Et on va toujours commencer cette pyramide patrimoniale avec les actifs défensifs qui sont en bas. Et donc, on commence avec les liquidités pures tout en bas. Donc, tout ce qui est checking, saving, money market, CDs, high yield saving account, on conseille d'avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté et ça va être la fondation. Au-delà, un autre actif défensif garanti d'augmenter, c'est certains types de ce qu'on appelle cash value life insurance. Il y en a différents types, il y en a qui sont liés au marché et autres. Il y en a qui existent qui sont absolument garantis d'augmenter et c'est ce qu'on appelle le roi des actifs défensifs. Il est garanti d'augmenter et c'est le meilleur rendement qu'on va pouvoir trouver sur le long terme. Au-delà de cela, on va positionner les actifs de croissance. Et pour nous, il n'y a que deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership. On détient sa propre entreprise, on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, tel que des actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Et donc, pour l'immobilier, on peut le détenir de manière primaire, là où on va habiter, secondaire ou d'investissement. Et on peut le faire de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'on peut détenir son bien immobilier directement, ou bien on peut passer par des fonds immobiliers, qu'on appellerait les SCPI du côté français ou les Real Estate Investment Trusts du côté américain. On pense que détenir de l'immobilier a beaucoup de sens dans sa stratégie patrimoniale, et même un bien immobilier primaire rentre dans ce cadre-là. On va passer au ce que j'appellerais ownership. Donc en plus de détenir sa propre entreprise, il y a 4 solutions à considérer où on pense que c'est important de détenir ces 4 solutions à l'heure où on se parle pour 2026. Premièrement, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un managed account. C'est un compte qui est diversifié, proche de votre tolérance au risque, capacité à prendre du risque, horizon d'investissement. On va détenir différentes choses que des actions, des obligations, des communautés, etc. Un des avantages, c'est que c'est 100% liquide. Si on a besoin de ce cash, il est disponible en 2 jours. Et deuxièmement, on peut y attacher des lignes de crédit. En faisant cela, vous allez pouvoir avoir vos actifs qui continuent à grandir au sein d'un compte et avec des lignes de crédit attachées, d'utiliser cet argent pour potentiellement faire un achat immobilier et donc de créer de la vélocité patrimoniale. En parallèle de cela, au sein d'un compte de courtage, on va y positionner 3 solutions. Premièrement, ce qu'on appelle les structure notes. Alors, qu'est-ce qu'une structure note? C'est simplement un instrument financier qui nous permet d'être lié au marché financier, par exemple le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, mais cette fois-ci avec un niveau de protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse, et tout ça pour des frais de 0%. Ça coûte juste 5 dollars pour trader la position. Ce que l'on va perdre sur une structure note, c'est la liquidité sur une durée déterminée dès le départ, sur laquelle il s'agit d'être confortable. Exemple, si vous positionnez 10 000 dollars sur un an, l'objectif, ce n'est pas de sortir l'argent durant l'année. Est-ce que vous pouvez? La réponse est oui, mais vous aurez une prime d'illiquidité qui n'est pas en votre faveur. Si vous êtes confortable d'aller jusqu'à la maturité, vous allez pouvoir bénéficier de la totalité de l'instrument et ainsi de pouvoir avoir de la protection en cas de baisse, des coefficients indicateurs en cas de hausse et de ne pas avoir payé de frais sur cet investissement. Et en parallèle de cela, il y a 2 solutions qui nous paraissent être attractives en ce moment, opportunistiques. C'est à la fois le private credit, c'est-à-dire sur la dette de compagnies privées. On va privilégier le upper middle market, des compagnies qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 24 000 compagnies qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. 4 000 sont publiques, 20 000 sont privées. Et dans ces compagnies privées, certaines sont leaders dans l'industrie, elles souhaitent continuer à se développer, que ce soit l'achat d'un compétiteur ou la création d'une usine. Et c'est beaucoup plus cost-effectif de lever de la dette pour une entreprise, pour des stockholders, de lever de la dette que lever du capital. Et c'est là où des fonds de private equity vont prêter de l'argent à ces entreprises. Généralement, les fonds qu'on utilise, 97% de ces prêts sont collatéralisés. Donc, ça nous donne un niveau de sécurité assez élevé et des rendements qui sont attractifs en ce moment. Donc, on a des rendements de marché en ce moment pour un risque qui n'est pas un risque de marché. Donc, on va utiliser notamment cette classe d'actifs en termes de diversification et enfin se repositionner sur le private equity.
on pense que le private equity aux États-Unis est plutôt intéressant de se positionner, notamment de par l'administration américaine qui est en place, qui est pro-business, pro-US, low taxes. Et également, les taux d'intérêt sont en train de baisser. Et les taux d'intérêt qui baissent est favorable aux petites entreprises. Donc, on pense que le terreau est assez intéressant de se positionner également sur le private equity avec une visibilité évidemment à long terme. Pour voici l'architecture patrimoniale qui nous paraît être optimale à détenir en termes, et ça va dépendre de ce pourcentage entre les actifs défensifs et de croissance de votre confort avec le risque. Et l'objectif, c'est que vous soyez en position de force, que les marchés soient en hausse ou que les marchés soient en baisse. Parce que si les marchés sont en hausse, on est investi dans les actifs de croissance. Si les marchés sont en baisse, vous avez un gain chargé qui est prêt à dégainer, qui est prêt à tirer avantage d'opportunités grâce à la sécurité de vos actifs défensifs qui vont être activés de manière proactive à des moments opportuns. Donc, pour résumer, premier actif tout en bas, les actifs donc de liquidité pure. Pour rappel, 6 à 12 mois dépenses, pas plus, parce que sinon, on se fait squeezer à la fois par l'inflation et par la banque. Deuxièmement, on va considérer donc cet actif d'assurance vie permanente américaine, où, premièrement, on va voir que cet actif va pouvoir jouer plusieurs rôles. Il va jouer des rôles attractifs en phase d'accumulation, également à la retraite, et enfin de manière successorale. En phase d'accumulation, vous allez pouvoir vivre sur la liquidité qui est disponible, mais également, premièrement, vous allez protéger votre famille en cas de décès. Vous avez un montant d'assurance décès permanent qui vient avec ce type de solution. Et un jour, on décédera et un jour, un montant supplémentaire sera donné à nos bénéficiaires. Mais pendant toute notre vie, nous avons l'accès à une cash value, à une épargne disponible qui, elle, est garantie d'augmenter et dans lequel on a un rendement qui est attractif pour un actif défensif. On parle en ce moment de 5% de rendement net de frais d'impôt. Donc c'est un actif qui est plutôt intéressant. L'avantage, c'est que dès qu'on dépose $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité, à la fois sur l'augmentation du contrat, l'utilisation des liquidités et le death benefit. Évidemment, si on structure cela de manière optimale et avec notre clientèle, on va leur permettre de pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux qu'ils restent aux États-Unis ou qu'ils rentrent en France un jour. Troisième point, c'est une fondation qui est solide, qui est garantie d'augmenter et ça nous permet d'avoir cette fondation solide qui, pour les autres actifs de croissance, on va pouvoir avoir la totale liberté des actifs de croissance d'aller vraiment chercher ce rendement parce qu'on a une fondation solide qui nous permet d'être confortable de le faire. Si on n'a pas de fondation solide, il va falloir gérer le risque d'autant plus dans les actifs de croissance. Si on a vraiment cette fondation, on peut aller chercher plus de rendement sur les actifs de croissance en eux-mêmes. Quatrièmement, on a des liquidités qui sont disponibles pour saisir des opportunités patrimoniales. Ce cash étant disponible et non corrélé au marché financier immobilier, si un jour il y a des opportunités d'investissement, que ce soit parce que vous avez lancé votre propre entreprise ou simplement les marchés sont en baisse, vous avez l'opportunité de tirer avantage de ce qui se passe et de pouvoir faire feu à des moments opportuns. Et enfin, vous pouvez utiliser cet argent deux fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, votre contrat d'assurance vie, vous pouvez le collatéraliser et d'avoir accès à des lignes de crédit qui fait que votre contrat d'assurance vie lui continue à grandir, à s'épanouir, à augmenter. Et vous allez utiliser cette liquidité une deuxième fois grâce à des lignes de crédit mises en place à hauteur de 95% de l'épargne disponible et d'utiliser cette liquidité pour faire d'autres achats ou investissements, faire ce que vous voulez avec, et ainsi de pouvoir avoir deux rendements potentiels pour le prix d'un, qui vous crée un niveau de vélocité élevé, puisque vous avez deux rendements exponentiels pour un coût fixe. Deuxième point, c'est en phase de retraite, vous allez pouvoir utiliser cela dans la perspective du bucketing que j'avais mentionné précédemment au niveau de la retraite. C'est que comme cet instrument est garanti d'augmenter, qui nous permet de faire face à l'inflation, qu'il est défiscalisé, et en plus il y a une assurance décès attachée, bah, si par exemple, vous faites en sorte que 20 à 25% de votre patrimoine soit dans cette épargne-là le jour où vous partez à la retraite, si stratégiquement parlant, vous vous abstenez d'utiliser ce cash pendant 20 ans, par exemple, si vous prenez la retraite à 60 ans et que 80 ans plus tard, vous n'avez pas touché à ce cash, vous pouvez, il est liquide, mais si vous avez essayé de vous abstenir de ne pas le toucher, ces 20% vont doucement mais sûrement se transformer en 55% du capital initial. Et en plus, il y a un effet levier d'assurance décès en cas de décès de 75%. Donc, ça nous permet d'avoir assez d'argent pour tranquillement finir nos vieux jours à 80 ans plus et d'assurer l'aspect successoral. Et donc, ça nous permet pour le reste de nos actifs, les autres 80% de notre patrimoine, de ne pas vivre uniquement des intérêts de celui-ci, mais d'avoir la permission de dépenser le capital et les intérêts de notre patrimoine, ce qui fait qu'on va pouvoir générer plus de revenus, parce que utiliser capital et intérêt de 80% au lieu de 100% uniquement des intérêts, ça va nous générer beaucoup plus de revenus. On va utiliser des actifs qui sont à risque, donc on aura moins en moins d'actifs à risque, on va prendre moins en moins de risques.
Comme c'est les actifs qui sont taxables et qui génèrent du revenu, ben, on aura moins en moins de revenus taxables, donc on va payer moins en moins d'impôts. Et on va assurer l'aspect successoral. Donc on aura généré plus de revenus, on a payé moins d'impôts, on a pris moins de risques et on a assuré notre succession. Et évidemment, d'un point de vue successoral, on va pouvoir laisser l'argent derrière nous avec des avantages fiscaux que l'on reste ou que l'on reparte. Quels sont les 12 attributs de cet instrument-là? On a une prévoyance d'essai attachée qui restera pour le reste de notre vie. Deuxièmement, une liquidité, un contrôle sur cet argent. On a une croissance qui est garantie. On a accès à des dividendes annuels qui sont eux non garantis. Mais on va utiliser des compagnies mutuelles d'assurance qui ont 160 ans d'existence et qui ont toujours eu des dividendes dans la totalité depuis 1860. Malgré 1929, les guerres mondiales 2001-2008, ça a toujours généré des dividendes annuels. Mais au cas où il y a des revenus d'augmentation garantis, et on a accès en plus à des dividendes qui sont, eux, pas garantis, mais qui ont toujours eu l'opportunité d'être payés. Des avantages fiscaux, puisque dès qu'on dépose $1 dedans, bah, si on l'utilise de manière optimale, on ne va plus jamais payer d'impôts derrière. On a des limites élevées en termes de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a de la protection contre les créditeurs et en cas de banqueroute dans la majorité des États. On peut utiliser des options en cas d'invalidité et également de surindépendance. Donc, on pourrait accéder à son assurance décès en amont de son décès pour payer les problématiques d'EHPAD et de maisons médicalisées. Et enfin, dans une perspective de vélocité patrimoniale, les 3 derniers points sont fondamentaux. C'est que c'est un instrument qui est collatéralisable. On peut utiliser 95% de l'épargne disponible pour pouvoir faire d'autres investissements derrière. Et donc, on a accès à des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt, puisqu'on n'a aucune obligation de rembourser le capital de cette ligne de crédit, étant donné qu'un jour on décédera et que l'effet de levier d'assurance décès paiera le capital utilisé, ou en tout cas cette ligne de crédit utilisée, et la différence passera aux bénéficiaires. Et enfin, parlons dans les dernières minutes qui nous restent de stratégie afin de réduire le risque de votre portefeuille tout en ayant le potentiel de capitaliser. Donc pour moi, il y a 4 stratégies à utiliser. Premièrement, c'est une stratégie qui est réfléchie. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie holistique, de prendre en considération l'ensemble du patrimoine. Troisièmement, c'est créer de la vélocité. Et quatrièmement, utiliser des instruments, des solutions patrimoniales qui nous permettent de réduire le risque en lui-même. Donc rapidement. Premièrement, d'avoir une stratégie qui soit émotionnellement viable. Comme vous pouvez le voir, hein, l'augmentation et la baisse des marchés financiers vient avec des prises de décision émotionnelles. L'objectif, c'est de pouvoir mettre un mur de Chine entre ces émotions et de pouvoir faire ce qui est de mieux pour notre famille. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% par an, alors même avant, l'investisseur moyen n'a géré que 5,5. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. C'est le premier point important. Deuxième point, c'est de diversifier. C'est de pouvoir avoir une diversification au minimum 6 classes d'actifs, puisque tous les ans, une classe d'actifs remporte la palme, d'autres la perdent. Et à ce titre, eh ben, il s'agit d'être bien diversifié, de pouvoir avoir une gestion active également, surtout quand les marchés sont volatiles, pour pouvoir faire des ajustements nécessaires de manière proactive pour pouvoir maximiser le rendement et minimiser le risque au sein de votre allocation. Troisièmement, c'est créer donc cette vélocité patrimoniale hein, grâce à des instruments. Ça peut être un compte d'investissement, ça peut être la cash value life insurance qu'on a vu, de faire en sorte que vous avez un actif qui grandisse, de pouvoir utiliser la ligne de crédit attachée pour pouvoir faire d'autres investissements. L'exemple assez simple, c'est Elon Musk hein, qui a acheté Twitter pour 42 milliards. Il n'avait pas 42 milliards en cash à la banque. Il a simplement collatéralisé l'action Tesla. Les banques lui ont prêté 42 milliards pour acheter Twitter. Bah, c'est le même principe. Utiliser un actif existant pour pouvoir utiliser des lignes de crédit pour faire d'autres investissements derrière. Et donc, ça vous permet de créer de la vélocité patrimoniale. Vous avez plus d'argent qui travaille pour vous sur le long terme. Et enfin, c'est d'utiliser des instruments, des solutions patrimoniales qui sont à disposition. Je vais notamment mettre en exergue des solutions de retraite pour ce cadre aujourd'hui, ce qu'on appelle les capital annuity et income annuity dans la prochaine slide. Mais en quelques mots, qu'est-ce qu'un capital annuity? Un capital annuity, c'est un instrument qui nous permet, on le mettrait au sein d'un compte de retraite. Donc vous avez un 401(k), vous transférez un IRA, au sein d'un IRA, on peut mettre un capital annuity. Ça vous permet par exemple d'être sur le S&P 500, le Ed ou le Nasdaq. Donc vous êtes sur le marché, ça dure 6 ans, donc renouvelable indéfiniment. Donc au lieu d'être diversifié, etc., vous allez être 100% sur le S&P, donc 100% agressif sur le S&P. Vous allez pouvoir vous permettre notamment d'avoir cette agressivité parce qu'à l'issue des 6 ans, vous aurez un niveau de protection en cas de baisse. Ça peut être moins 10%, ça peut être moins 20%, ça peut être même 100% sécurisé.
Ça a évidemment plus de sécurité, moins de potentiel de rendement à la hausse. Mais avec une barrière, par exemple, à moins 10%, ça signifie que si à l'issue des 6 ans, le marché a perdu moins 9, vous n'avez rien perdu. S'il a perdu moins 11, vous n'avez perdu que 1. S'il a perdu 23, vous n'avez perdu que 13. Les premiers 10% seraient protégés en cas de baisse. Donc ça vous donne un niveau de sécurité en cas de baisse, sachant que le marché n'a jamais perdu plus de moins 20% en 6 ans, à l'issue de 6 ans. C'est jamais arrivé de l'histoire, ça peut arriver à l'avenir, oui, mais c'est peu probable. Donc c'est un niveau de sécurité quand même déjà très bien et assez élevé qui nous permet d'être confortable avec le risque que nous prenons ici. Et à l'inverse, si le marché est en hausse, on a un potentiel de rendement qui est illimité et en plus on a un coefficient de multiplicateur qui est de 110%. Donc si le marché a pris 10%, on sera crédité 110. S'il a pris 100, on a pris 110. S'il a pris 100, il a pris 200, on a pris 220, etc. On a 10% supplémentaire de rendement qui est crédité sur le compte. Donc ça nous permet d'être sur les marchés financiers, d'avoir cette agressivité, cette protection en cas de baisse et des coefficients multiplicateurs en cas de hausse. Voilà à quoi sert ce type d'instrument notamment. Et il existe aussi ce qu'on appelle des income annuity qui nous permet d'avoir des revenus garantis à vie. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui a 55 ans et qui a pu avoir l'opportunité de pouvoir accumuler 500 000 dollars dans son 401k. Et maintenant, on change d'employeur et a l'opportunité de transférer ça vers un IRA et de positionner ces 500 000 dollars dans un income annuity. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que cette personne souhaite commencer à prendre sa retraite à 65 ans et être confortable de déférer ce montant-là. Eh ben, une compagnie d'assurance va vous dire, ben, pour calculer le revenu garanti à vie, voici les maths qu'on va vous donner. Les 500 000 dollars, on va vous augmenter de 30% immédiatement cette valeur-là, pour une valorisation de 650 000 dollars. Et chaque année où on est confortable d'attendre, on va augmenter cette valeur-là de 9,5% compounded sur chaque année où on est confortable d'attendre, net de frais. Et ça, on peut le déférer jusqu'à 12 années. Quelqu'un qui arriverait à l'âge de 65 ans va avoir une certaine valeur équivalente de capital sur laquelle un revenu garanti à vie, qui est généralement entre 4,5 et 5% de revenu garanti à vie sur cette base de ce capital accumulé, va être calculé et quelqu'un qui a 65 ans va pouvoir avoir à l'heure actuelle, basé sur 500 000 dollars, 76 000 dollars de revenus garantis à vie 10 ans plus tard, basé sur 500 000 dollars déposés. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut garantir de maintenant. Il n'y aura plus jamais de risque de marché. On va se garantir un revenu garanti à terme. Et c'est vrai que les garanties en ce moment sont historiquement très élevées. Depuis toute notre carrière, c'est la première fois qu'on voit des garanties aussi élevées. Vous avez la possibilité de loquer ça dès maintenant et d'avoir cet aspect de flooring. Parce que si maintenant vous rajoutez par exemple cela à la sécurité sociale, par exemple 35 000 dollars supplémentaires, déjà à près de 120 000 dollars de revenus garantis à vie à 65 ans par exemple, et ben dans ce cas-là, ça va être votre flooring, des revenus garantis qui vont tomber pour les autres vies. Et puis après, le reste de finances, bah, ça sera pour le fun money, les enfants, les petits-enfants, voyager, se faire plaisir, d'avoir mis en place cette stratégie de bucketing où on a de l'argent pour plus tard et qui va permettre de dépenser capital et intérêt des autres actifs accumulés et d'avoir le fun money pour encore plus profiter de la vie dans les 20 premières années de la retraite. Donc pour 2026, ce que je vous souhaite, bah, c'est évidemment la santé, la prospérité, de pouvoir créer des moments inoubliables, mais également dans votre cadre financier, de pouvoir être prêt, de prendre des décisions proactives, d'assurer à la fois en termes de risque, en termes de protection, en termes de mise en place de votre stratégie patrimoniale, que vous soyez d'autant plus proactif, parce que si vous n'avez pas mis de plan en place, évidemment, vous serez au gré de ce qui se passe, que ce soit les marchés financiers ou autres. Donc, n'oubliez pas, ou en tout cas, prenez des décisions décisives dès maintenant, de pouvoir travailler sur vos finances parce que votre future self va vous remercier plus tard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je serai heureux, Romain, de pouvoir répondre aux questions. Merci encore. Vous avez à l'écran le QR code d'Alexandre et d'Olivier qui s'affiche. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec eux, n'hésitez pas à le scanner tout de suite. On va essayer de répondre à vos questions. On va laisser le QR code affiché quelques secondes pour que les gens puissent le scanner. Et puis, on va tout de suite répondre aux questions. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, parce qu'après, je fermerai l'accès aux questions. Première question de Christian. Est-ce qu'une assurance décès life insurance est taxable aux US? Alors, ça dépend
on définit la notion de taxable. Mais il faut savoir que dans une assurance vie, et comme l'a évoqué Alexandre, notamment la cash value life insurance, vous avez deux composants. Vous avez la partie ce qu'on appelle cash value et la partie ce qu'on appelle assurance d'essai. Donc la partie cash value, elle, l'idée, c'est la partie d'impôt sur le revenu. Parce qu'on a deux catégories d'impôts aux États-Unis, deux grands impôts, c'est un impôt sur les successions et un impôt sur le revenu. Par définition, l'assurance vie, si vous faites la bonne stratégie, vous ne paierez jamais d'impôt. À proprement parler, une assurance vie est taxable, bien évidemment aux États-Unis. C'est-à-dire que si demain, je mets dans une cash value de l'argent, cet argent grandit et que je la distribue, donc je la fais de façon la moins optimale possible, oui, je serai taxé à ce moment-là sur les revenus. Tant que je ne distribue pas, et même si ce revenu est généré chaque année, il n'y a aucune fiscalité, aucune imposition. L'idée d'utiliser cette cash value, et Alexandre l'a très bien évoqué, c'est de ne jamais la distribuer, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de mettre en place une stratégie d'assurance vie. C'est l'utiliser par effet de levier, c'est-à-dire d'emprunter sur ma cash value, d'emprunter cet argent. Donc, si je fais un emprunt, par définition, je ne distribue pas et je ne génère pas de revenus. Donc, dans ce cadre-là, en ayant recours à ces stratégies-là, il n'y aura aucune fiscalité en termes d'impôt sur le revenu. Maintenant, en cas de décès, au moment du décès de la personne, ce qu'on appelle l'assurance décès, hein, vos héritiers vont percevoir un des bénéfices, une assurance décès. Cette assurance décès rentre dans le patrimoine de succession si vous l'avez pas structuré, vous l'avez mis de façon classique. Et ce patrimoine de succession rentrera dans l'abattement auquel on a droit des 15 millions de dollars. Hein. Quand on a un couple, c'est 30 millions. Donc, en règle générale, si on a un patrimoine qui a fait un 15 millions de dollars, ça vient dire que de toute façon, cette assurance vie, quand même, elle rentre dans son patrimoine de succession, elle n'est pas taxable. Maintenant, la deuxième possibilité, qui sont pour les gens ont un patrimoine supérieur à 15 millions de dollars. L'idée, c'est d'utiliser en fait ces assurances vie, de les placer dans des véhicules juridiques, hein, notamment dans ce qu'on appelle des trusts. Hein. Vous avez ce qu'on appelle des ILIT trusts ou d'autres types de trusts d'ailleurs, qui sont des trusts par définition irrévocables. Et à partir du moment où c'est le bénéficiaire et ce trust, l'assurance décès ne sera pas assujettie à l'impôt sur les successions. Donc, en utilisant ces stratégies-là, ça reviendra à dire qu'il n'y aura jamais de fiscalité sur l'impôt sur les successions au niveau des assurances vie. Donc, la réponse est, par définition, une assurance vie où elle est taxable, mais si vous mettez en place la bonne stratégie, elle ne sera jamais taxable et c'est un vrai véhicule fiscal qui est utilisé, le plus utilisé par la plupart des patrimoines, des gens qui ont un peu de patrimoine aux États-Unis. D'ailleurs, peu importe le patrimoine que vous avez, c'est une vraie optimisation fiscale parce que vous avez très peu d'outils qui proposent en fait ces exemptions fiscales. Donc, tant que je vais générer des revenus chaque année. Ces revenus ne sont jamais taxables. Et si je ne liquide jamais cette assurance vie, en fait, je n'aurai jamais la position. Et l'assurance décès, encore une fois, deux possibilités. Soit je suis en dessous des 15 millions de dollars, ben, je ne serai pas taxable. Si je suis au-dessus, je la loge dans un trust et je n'aurai jamais la position dessus. Alexandre, si tu veux rajouter des choses là-dessus. Fantastique. Je pense que c'est pour toi, Alexandre. Qu'est-ce que exactement une casual life insurance? Euh, En quoi diffère-t-elle d'une term life? Bah, très bonne question. En fait, il existe deux types de life insurance aux États-Unis. On a ce qu'on appelle du term life insurance, qui est une assurance d'essai pur. Donc, vous choisissez un nombre d'années, 10, 15, 20, 30 ans, et vous allez payer une prime tous les mois ou tous les ans de X et qui nous donne un capital en cas de décès. Donc, imaginons qu'on prenne une assurance décès, ce qu'on appelle term insurance, sur 10 ans, et que le capital d'essai est de 1 million de dollars et que ça coûte 100 dollars par mois d'être assuré. Et ben, en cas de décès dans les 10 ans, le capital de 1 million de dollars est donné aux bénéficiaires. Ça, c'est une assurance décès classique. Une assurance vie permanente, elle va à la fois avoir une épargne, et en plus, dans le cadre potentiellement d'une assurance vie française, par exemple, on a une épargne, et en plus, on a cette assurance décès, en plus. Et cette assurance décès, elle, est maintenant permanente. C'est-à-dire qu'un jour, on décédera, le plus tard possible, et voilà, et on décédera, et à ce moment-là, cette assurance décès supérieure sera, elle, donnée à nos bénéficiaires. Durant notre vivant, on va pouvoir jouir de l'épargne disponible, comme Olivier vient de le décrire. On va utiliser cette liquidité durant notre vivant. C'est de l'argent qui est garanti d'augmenter, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. C'est une fondation solide et garantie. Hein. J'en ai montré le rôle de l'assurance vie, à la fois en phase d'accumulation de retraite et successorale. Donc la grosse différence, c'est que d'un côté, en term insurance, c'est une assurance d'essai pure. De l'autre, on a à la fois une épargne et une assurance d'essai qui va jouer un rôle clé dans la stratégie patrimoniale à la fois aux États-Unis et surtout même en cas de retour en France, parce qu'on ne retrouvera pas même type de solution du côté français. Parfait. On a une question de Pascal. Les fonds contenus dans un 401k et IRA
peuvent-ils être confisqués en cas de litige ou suffit-il de protéger les assets classiques, genre real estate et brokerage account? Alors, très bonne question. Sur l'aspect du 401(k), la réponse est oui, c'est protégé. C'est probablement potentiellement un des actifs les plus sécurisés aux États-Unis, puisqu'il est sécurisé par ce qu'on appelle ERISA au niveau fédéral. Hmm. Donc là, oui, d'un point de vue à la fois banqueroute et en cas de procès, c'est un actif qui est illimité en termes de protection. Au niveau des AEW, c'est un tout petit peu différent, parce que c'est maintenant l'aspect étatique qui va prendre le dessus. Et donc, dans certains États, vous avez exactement les mêmes avantages qu'au niveau fédéral. Dans d'autres, c'est un petit peu moins et d'autres, c'est plutôt faible. Et on peut potentiellement être limité à 1,5 million de dollars en termes de protection sur un AEW. Si l'AEW provient d'une source d'un rollover, potentiellement, vous avez les mêmes types de protection que si vous avez un 401(k). Donc, la réponse est, on va dire globalement oui. Vous avez un haut degré de protection dans vos comptes de retraite que vous n'auriez pas dans un compte d'investissement classique ou autre. Donc évidemment, si vous avez des comptes classiques ou de l'immobilier, etc., l'idée c'est de structurer également légalement. Donc pour l'immobilier, c'est pas inintéressant de les positionner, si par exemple vous avez des biens immobiliers d'investissement, de les positionner dans des sociétés pour pouvoir déjà de pouvoir séparer votre patrimoine personnel et vos biens d'investissement. Et par exemple, un compte d'investissement, c'est pas inintéressant dans le cadre de vos documents testamentaires que vous ayez vos comptes d'investissement au nom de votre trust, par exemple, pour pouvoir, pas d'un point de vue purement de litigation, mais d'un purement de pouvoir avoir un certain contrôle sur cet argent sur le long terme. Mais sinon, il s'agirait potentiellement de donner cet argent dans des trusts irrévocables. Ce n'est plus votre argent. C'est dans des trusts irrévocables avec des certains bénéficiaires et potentiellement, en effet, sortir l'argent de votre patrimoine. Mais ça va dépendre quelle est votre stratégie, ce que vous souhaitez accomplir. Évidemment, on a certains clients qui ont des situations de par leur entreprise qui sont potentiellement plus ou moins litigieuses. Et dans ce cas-là, on va utiliser des solutions à la fois d'actifs financiers, mais également des solutions juridiques pour pouvoir protéger au maximum le patrimoine en cas de situation litigieuse. Olivier, tu voulais rajouter des choses? Ok. Non, c'est C'est bon. parfait. C'est parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit comment booster mon credit score? J'ai un salaire d'environ 245K, pas de dette, voiture payée, pas de mortgage, pas de dette étudiante aux États-Unis, credit card payé toujours on time, plus de 50K de plafond sur mes cartes, j'en ai 4 au total, Amex sans plafond, dépense toujours en dessous de 10%, mais mon credit score stagne. Eh ben, en fait, c'est assez intéressant, mais il faut que vous preniez plus de cartes de crédit. Donc là, dans ce cas-là, mon conseil, c'est pourquoi pas coupler les cartes de crédit que vous prenez avec votre style de vie. Imaginez que vous voyagez pas mal. C'est pas inintéressant de prendre des cartes de crédit qui ont un certain coût en effet d'un point de vue annuel, mais qui vous permet d'accéder par exemple à des lounges au niveau de l'aéroport, etc. Et qui vont avoir aussi des points. Et ces points vont vous permettre de pouvoir l'utiliser contre des vols, etc. Je parle des vols, des vols d'avion, hein. Donc voilà, ou en termes d'hôtel, etc. De pouvoir augmenter le nombre de cartes de crédit va vous aider. Ne pas le faire trop rapidement, au moins essayer d'espacer cela au moins tous les 2 mois. Donc de prendre une carte de crédit tous les 2 mois, peut-être en ouvrir certaines. Dans l'idéal, vous en avez une dizaine. Au minimum 10. Donc vous pouvez essayer d'identifier 6 cartes de crédit qui pourraient être intéressantes liées à votre style de vie, que ce soit des hôtels, du lifestyle ou simplement liées à l'Amex ou des lounges qui peut être intéressant là où vous habitez. Hein, par exemple, moi à Philadelphie, le hub, c'est American Airlines. Donc, ma carte de crédit que j'utilise beaucoup, c'est celle qui est de Admirals Credit Card parce qu'elle me donne accès au lounge sur place. Donc, ça me permet de pouvoir avoir certains perks et d'autant plus d'utiliser ces cartes de crédit qui permet également de booster mon credit score, etc. Donc, voilà mon conseil, augmenter le nombre de cartes de crédit. Il existe aussi des cartes de crédit gratuites, hein, également, vous pouvez mettre en place. Et s'il y a des cartes de crédit que vous pouvez mettre en place qui ont un certain coût et que vous n'utilisez plus, au lieu de la fermer, essayez de downgrader la carte. Donc, par exemple, si vous avez une Amex qui vous coûte de l'argent, vous pouvez prendre une Amex bleue et qui n'a pas de coût, mais gardez-la en fait dans un coin. Essayez de monitorer également dessus qu'il n'y ait pas de vol cette fois-ci dessus, mais de s'assurer de garder cela pour garder un historique de crédit élevé et des taux d'utilisation élevés également. Voilà. Donc, augmentez le nombre de cartes de crédit et s'il y en a que vous n'utilisez pas, de les downgrader, mais ne les fermez pas. Parfait.
Il y a aussi un truc que tu m'avais dit une fois, c'est ne jamais fermer la première carte de crédit. Ouais, parce que c'est celle qui est la plus ancienne. Donc, Voilà. c'est elle qui va détenir le taux, l'historique le plus ancien. Donc, essayer de la garder le plus longtemps possible, en effet. Bon, après, si ça fait maintenant 20 ans que tu es là et que tu as qu'une seule, si tu as que 20 cartes de crédit, et si tu la fermes, ça aura beaucoup moins d'impact que celle que tu as mis en place il y a 3 4 ans et que c'est celle qui détient le historique de crédit le plus élevé. Ouais. On a une question de Christian. Que pensez-vous du Unique College Investing Plan qui est national, sponsorisé par l'État du New Hampshire? Alors, on va dire pourquoi pas, hein, c'est une des solutions qui est disponible. La seule contrainte que je verrai, c'est de vraiment rentrer dans les détails des solutions d'investissement à disposition. Donc, si ça vous correspond et vous êtes confortable, pourquoi pas. Sinon, les autres solutions qu'on a abordées ensemble aujourd'hui seront peut-être plus viables. On a Christian qui nous dit, notre ami George Clooney a obtenu la nationalité française et s'installe en France. Ne veulent-ils pas se faire massacrer par les droits de succession s'il décède en tant que résident fiscal français? Quels moyens a-t-il mis en place pour éviter les droits de succession français? Alors ça, c'est une bonne question, il faudrait lui demander. Mais en fait, bon déjà, ça ne veut pas dire que systématiquement il est résident fiscal français, hein. Peut-être il fait toujours des allers-retours et qu'il passe quand même toujours beaucoup de temps aux États-Unis, hein. Ça, c'est à voir s'il passe vraiment plus de 6 mois ou pas par an, hein, parce que c'est vraiment le critère qui va le définir, hein. Ça n'empêche pas d'avoir une résidence et de passer 6 mois par an, et peut-être que ses enfants sont quand même scolarisés en France, mais que lui, finalement, passe quand même toujours son temps, la plupart de son temps aux États-Unis. Donc, quand même, il est peut-être toujours résident fiscal américain et n'est pas encore résident fiscal français. Quand même, il serait résident fiscal français, effectivement, il aura une problématique successorale, qui, j'imagine, il a déjà dû anticiper. Donc, après, il faut voir les véhicules qu'il a utilisés, sachant que, évidemment, les trusts, qui sont la plupart des véhicules utilisés dans son cas, lui, ne sont pas reconnus en tant que tels du côté français. Donc, est-ce qu'il a utilisé des véhicules juridiques qui sont plutôt des véhicules classiques, comme des partnerships ou autres, où il a fait tout simplement des donations à ses enfants il y a déjà de cela quelques années, et finalement, ses enfants sont déjà détenteurs des actifs à voir, mais effectivement, il va avoir un problème successoral, ou qu'il a peut-être tout simplement anticipé également en utilisant des véhicules potentiels, parce que j'imagine que de toute façon, ce sera une résidence qui a de grandes chances d'être que temporaire. Donc peut-être qu'il a quand même gardé ses véhicules actuels, mais il a couvert son risque par notamment des assurances-vie américaines qu'il a peut-être contractées en anticipant un risque successoral s'il est amené à décider pendant son séjour en France, hein, parce que c'est fort probable que ce soit juste à court terme, parce qu'il sait très bien que sur le long terme, c'est pas l'idéal de mourir en France. Donc il y a de fortes chances qu'il a certainement utilisé des véhicules financiers qui lui permettent de couvrir son impact successoral en France, et notamment, il a dû avoir recours probablement à des assurances-vie américaines et qui lui couvrent ce risque si mais il a certainement fait quelque chose, effectivement. Mais je pense pas qu'il a remis en place sa stratégie successorale qu'il avait mis dans le passé. Je pense qu'il a plutôt identifié et quantifié son risque, et il l'a couvert par un actif financier qui serait là en cas de décès, en fait. On a Christian qui nous demande quel outil de planification financière utilisez-vous? C'est un peu large comme question, non? Dans le cadre Par de, exemple, Fidelity utilise eMoney. Ah d'accord, ok. Donc nous on utilise le Living Balance Sheet, qui est en fait une subsidiary, en tout cas une solution de e-money, mais qui est exclusif. Et donc toute notre clientèle utilise le Living Balance Sheet. Donc c'est pour nous comment on va pouvoir échanger évidemment avec notre clientèle. On va pouvoir voir en une seule page l'ensemble des finances de nos clients. Et on a la possibilité de lier tous nos comptes, compte d'investissement, compte de retraite, etc, et de pouvoir avoir une update journalière. C'est encrypted derrière, et donc ça nous permet d'avoir une visibilité à l'instant T des finances de notre clientèle. Et évidemment, notre clientèle également utilise cela pour pouvoir avoir cette update journalière de l'ensemble de ses finances en une seule page. On a une question de Bruno. Si l'on n'a pas d'enfant, est-il toujours judicieux d'ouvrir un revocable trust? Cela apporte-t-il vraiment une protection en termes de liability? Quid de ce trust si l'on quitte les USA quelques années plus tard? Alors en fait, bon, c'est une très bonne question. Alors la première réponse est oui, ça a toujours une utilité. Par contre, de toute façon, le revocable trust, par définition, n'a pas de protection juridique, il faut le savoir, hein. Il faut qu'il soit irrévocable pour qu'il y ait une protection juridique, hein. Le fait de pouvoir toujours contrôler le trust, bah, justement, empêche
cette protection juridique. Donc le but du trust révocable n'est pas une protection juridique, puisqu'il n'y en a pas malheureusement. En revanche, et d'ailleurs, c'est ni un avantage fiscal à proprement parler, hein. Le vrai avantage du trust, c'est ce qu'on appelle le révocable, c'est le probate. Donc, que vous ayez des enfants ou pas, hein, pour vos héritiers, en fait, hein, vous savez qu'aux États-Unis, qu'on a un testament ou qu'on n'en ait pas, on passe devant un probate. Et quand on passe devant un probate, il y a un juge qui est nommé et le juge, en fait, va regarder votre testament et va appliquer votre testament. Le fait de passer devant un cours, ça prend du temps, hein, même si quand on a un testament, ça permet d'aller plus vite, mais ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Le pire des scénarios, c'est quand on n'a pas de testament, où là, ça peut prendre des années pour faire valoir cette succession et ça peut coûter beaucoup d'argent. Mais en tout cas, la problématique, c'est que vous allez quand même, même avec un testament, passer devant un juge. Donc, vos héritiers vont devoir passer devant un juge. Enfin, c'est le juge qui va être nommé et ça va prendre toujours un petit peu de temps et coûter de l'argent. Le fait de mettre vos actifs dans un trust révocable permet de dire qu'en fait, au moment où vous décédez, comme vous n'avez plus aucun actif à votre nom, en fait, il n'y a pas de probate, puisque par définition, les actifs sont vierges et il y a zéro actif, tout est dans le trust. Donc, en fait, la succession est automatique et c'est instantané. Il n'y a pas, comment dirais-je, de laps de temps, hein. C'est tout de suite instantané. Donc, c'est assez avantageux pour les bénéficiaires. En revanche, attention aux bénéficiaires, bien évidemment. Si les bénéficiaires sont en France, bah, il y a des problématiques parce qu'il faut qu'ils fassent la déclaration en France chaque année en termes de ce trust révocable, même si ça n'aura pas de conséquences fiscales pour le bénéficiaire en France, il faut le déclarer. Et la dernière question que vous aviez posée, c'est si je quitte demain les États-Unis, est-ce que ça a toujours du sens? La réponse est en règle générale non. Il faut tout simplement l'enlever, notamment si on rentre en France, puisqu'il n'y a aucun intérêt d'avoir un trust révocable. Donc à ce moment-là, par définition, le trust, vous l'annulez, vous le révoquez de façon simple. Mais ça a toujours un intérêt, encore une fois, j'insiste, hein, c'est vraiment pour cette histoire de probate. Même si ça aura un coût au niveau du trust révocable, le coût, vous allez le refaire économiser à vos héritiers parce qu'ils n'auront pas à passer devant une cour et devant un juge. Et ça, ça va largement amortir votre coût et aussi éviter des soucis, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est un intérêt pour les enfants ou pas, ça serait un intérêt pour le bénéficiaire du trust, en fait. Last but not least, un auditeur anonyme qui nous dit si donations cadeaux ont été faites au cours des années par parents en France aux enfants, enfants aux États-Unis et maintenant en France, placés, les enfants pas toujours au courant, quelles sont les conséquences si pas déclarer ces donations cadeaux aux États-Unis et parents maintenant décédés? Alors, pour répondre à la première question, c'est que si ces donations n'ont pas dépassé 100 000 dollars, bah, vous n'êtes pas en infraction vis-à-vis des États-Unis dans cette donation succession. N'oubliez pas, hein, c'est que le critère, c'est 100 000 dollars au cours de l'année. Donc, si cette donation n'a pas dépassé 100 000 dollars, vous n'êtes pas en infraction sur ces donations-là, donc il n'y a pas de problématique. Si en revanche, vous avez dépassé, ma recommandation, c'est de vous mettre à jour maintenant et de faire un courrier pour expliquer les motifs pour lesquels vous êtes en retard pour éviter d'avoir des pénalités. Parce que si vous vous faites rattraper plus tard, la pénalité elle peut être de 25% hein, du montant de cette donation. Si, encore une fois, c'est supérieur à 100 000 dollars. Le deuxième aspect également, n'oubliez pas, c'est que chaque année, la problématique qui, pour moi, elle serait un peu plus embêtante. Imaginons que les donations elles sont moins de 100 000, donc vous n'êtes pas entre guillemets en infraction au niveau du formulaire de donation. Mais par contre, est-ce que vous avez déclaré ces comptes au nom de vos enfants chaque année dans les formulaires FBA? Parce que si on a plus de 10 000 dollars, n'oubliez pas qu'il faut les déclarer chaque année sur les formulaires de vos enfants. Donc, si vous ne l'avez pas fait, là, c'est pareil. Là, vous mettez en infraction, entre guillemets, à vos enfants. Donc, régularisez-vous. Il y a des problèmes d'amnistie qui existent auprès de l'IRS. Donc, faites-le. Parce qu'en termes de revenus, très franchement, je ne pense pas que les revenus soient assez conséquents. Donc, je pense qu'il y aura très, très peu d'impact fiscal, voire aucun impact fiscal au niveau des enfants. En revanche, la problématique, c'est de déclarer le fameux formulaire FBAR si ça dépasse 10 000 dollars. Et enfin, la conséquence, c'est si les parents décèdent, de toute façon, quand ça a été déjà transmis, il n'y a pas de conséquences fiscales à ce moment-là. Mais il faut être sûr que la situation est régularisée. Donc, je vous recommande dans tous les cas de figure de régulariser la situation si certains formulaires sont manquants. Merci. En tout cas, on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire qu'on organise avec USA France Financial. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux peut-être remettre une dernière fois le QR code pour les gens qui souhaitent prendre rendez-vous avec l'équipe du USA France. De ma part, je vous invite, pour les gens que ça intéresse, demain on fait un webinaire en anglais pour les gens qui vont passer du temps en Europe cet été et qui ont besoin d'un véhicule. On fait un webinaire sur notre média sœur qui s'appelle Frenchly, qui est notre média pour les Américains. Et on va parler du transit temporaire avec Renault Eurodrive.
C'est intéressant pour les Américains, mais c'est aussi intéressant pour les expatriés. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce sujet. On a pas mal de monde. Si c'est un sujet que vous connaissez pas, je vous invite à nous rejoindre. Et sur French Morning, la semaine prochaine, on parlera aussi euh, de comment négocier votre rupture de contrat de travail quand vous êtes expatrié avec l'avocat Avi Piton. Merci encore à tous les deux. Merci. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On a bien dépassé. Merci d'être restés. Et je vous dis à très vite. Je crois qu'on parlera des retraites d'ici quelques semaines. Merci Super. beaucoup. Au À très revoir. vite. À Bonne bientôt. Bonne année! journée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Bonne année.